que vous voyez dans cette image? Quand on est en classe, on commence par réfléchir par ce qu'on voit dans une image pareille. Chacun apporte toujours son regard dans la réalité. Et quand on pose la question en classe, on écoute des réponses différentes par chacun. Quand on participe au cours de physique, on essaye d'adopter les regards du physicien. Un physicien regarde cette photo et il voit un conteneur solide qui contient une substance à l'état liquide et une substance à l'état gazeuse, ce qui est l'air contenu ici. Donc les physiciens ici voient un verre rempli complètement, partiellement rempli par une partie liquide, partiellement rempli par de la matière à l'état gazeux. On rigole en classe, on dit que parfois on fait une blague, les optimistes voient le verre à moitié plein, les pessimistes à moitié vide. Les regards du physicien se concentrent sur les trois états de la matière présents dans les mêmes objets, solide, liquide et gazeux. Souvent, dans notre vie quotidienne, on dit, voilà, il n'y a rien, il n'y a que de l'eau dedans. C'est pas vrai. Il y a aussi de l'air. La matière à l'état gazeux a la même importance, la même dignité, mérite les mêmes traitements et les mêmes intérêts que la matière à l'état liquide et à l'état solide. Bien sûr, la matière à l'état gazeux, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans nos poches, mais ça n'empêche que c'est un état de la matière fondamentale. Déjà, parce que c'est grâce à l'air qu'on respire que la vie a pu se répandre sur la Terre. Donc, si on est là à discuter de tout ça, c'est parce qu'on est continuellement en train de respirer. L'air qu'on respire, c'est seulement la couche, en fait, en bas de tout ce qu'on appelle une atmosphère. L'atmosphère, c'est une grande couche qui recouvre la Terre pour des kilomètres en altitude. Cette couche, pas seulement nous permet de respirer, mais nous protège des rayons cosmiques qui, en absence d'atmosphère, détruiraient la vie sur la Terre. Donc, reconnaître la matière à l'état de gaz autour de nous, c'est déjà le premier pas pour se rendre compte qu'on peut étudier la matière à l'état gazeux. Et cette matière gazeuse nous réserve autant de fascination et de physique à appliquer. Alors maintenant, donc on a un gaz, on a cette chose particulière pour les gaz. Si vous répandissez un gaz dans un volume, c'est pas comme un liquide et un solide, il ne garde pas les mêmes volumes, il a la tendance à occuper tout l'espace disponible. Donc on ne peut pas simplement donner les volumes d'un gaz, parce qu'il occupe tous les volumes possibles. Alors, est-ce que les gaz, donc, est-ce qu'on peut se poser la question si les gaz se dilatent avec la variation de température? Qu'est-ce que vous pensez? Si vous, en fait, si vous prenez un ballon, vous le remplissez d'air et vous le fermez et vous le chauffez, qu'est-ce qui se passe au ballon? Vous l'observez se dilater. En classe, en fait, on fait ça, on fait un exemple avec de l'air contenu dans une bouteille. Et si on refroidit un ballon, donc là, par exemple, vous avez un ballon qui a un certain volume initial, l'air contenu à l'intérieur du ballon, on la refroidit en lui jetant dessus de l'azote liquide à moins environ 200 degrés Celsius. En contact avec cette température froide, le volume rétrécit et ensuite, au fur et à mesure qu'il reprend la température ambiante, le gaz reprend son volume. Il est revenu au volume initial. Oui, le volume dépend de la température. Est-ce que le volume d'un gaz varie avec la température? Oui, il y a un lien entre le volume et la température. Si vous chauffez un gaz, il se dilate. Si vous le refroidissez, comme dans la vidéo ici, il rétrécit. Mais est-ce qu'il y a une autre façon aussi pour faire dilater un gaz autrement? Ce qu'on a fait en classe, c'est d'essayer de jouer sur la pression. On a peut-être tous un peu l'idée de pression, c'est une grandeur qu'on introduit maintenant. La pression, on voit bien qu'elle est, par exemple, la pression atmosphérique, c'est la pression à laquelle on est habitué à vivre.
Et regardez, par exemple, ici, on va voir rapidement une vidéo où on a des marshmallows ou des têtes de mort. C'est des gâteaux qui sont composés de quoi essentiellement? Bien sûr, il y a du sucre, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du marshmallow? Il y a beaucoup d'air, donc il y a beaucoup de matière à l'état gazeux. Donc là, on prend ces types de gâteaux et on les met dans une cloche à vide. Une cloche à vide, c'est vraiment une cloche, comme vous voyez ici, dans laquelle on peut faire diminuer la pression. C'est-à-dire, il y a une pompe qui laisse sortir l'air de la cloche à vide et donc réduit la pression. On est en train de voir ce qui se passe. Donc, quand on réduit la pression, actuellement, la pression dans la couche, dans la cloche, est plus petite que la pression à l'extérieur. Les volumes d'air contenu dans les marshmallows augmentent. On les voit augmenter. Regardez, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on est en train d'observer? Comment le volume d'air contenu dans les marshmallows augmente si on diminue la pression. En fait, là, ils vont remettre la pression ambiante. Maintenant, ils vont revenir, donc ils vont lâcher la pompe. Dès qu'on revient à la pression normale, les volumes diminuent aussi. On les voit et c'est assez impressionnant. Ils refont la même expérience pour un ballon. On a fait ça en classe. Donc là, ils refont la même expérience. Ils prennent un ballon. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les ballons? Jusqu'à 5 minutes, on aurait dit il n'y a rien dedans. Pas vraiment, non, il y a de l'air, il y a un gaz. On les met dans une cloche à vide. On réduit la pression à l'intérieur de la cloche à vide. Cela a un impact quant au volume du gaz. Les volumes augmentent, les volumes se dilatent. Et donc, les ballons deviennent de plus en plus grands. Regardez, on va vous montrer en fait jusqu'à l'état final. Regardez, la taille du volume maintenant, il change de zoom. Regardez comment il a grandi. Qu'est-ce qu'on est en train d'observer? Comment le volume du ballon dépend de la pression. Vous réduisez la pression, les volumes augmentent. Maintenant, ils vont revenir à la pression initiale, la pression ambiante, et aussi pression atmosphérique. Dès que la pression baisse, dès que la pression donc augmente, pardon, parce qu'on revient à la pression atmosphérique, le ballon revient à son volume, donc il diminue son volume. Donc pour un gaz, les volumes dépendent. Les volumes est lié à la température, est lié à la pression, est lié aussi évidemment au nombre de moles, donc à la quantité de matière qu'on est en train de traiter. Dans tous nos exercices, on imagine que la quantité de moles ne va pas changer. On imagine d'avoir toujours un système fermé. Il n'y aura pas de la matière qui s'échappe ni de la matière qui s'introduit. Donc, quelles sont les grandeurs qui décrivent un gaz? Les volumes, la température et aussi la pression. Quand on connaît ces trois informations pour un gaz, on dit qu'on connaît l'état d'un gaz parce qu'on connaît toutes les grandeurs qui les caractérisent. Comment on peut décrire un gaz? Donc, avec son volume, pression, température et nombre de moles. L'état d'un gaz est l'ensemble des informations qui décrit les gaz. On parle de l'état d'un gaz. Est-ce que les gaz peuvent varier leur état? Oui, on peut imaginer une situation initiale caractérisée par un volume 1, pression 1, température 1. Et ensuite, il y a un changement et on passe à la situation finale avec un volume 2, pression 2, température 2. À chaque fois qu'on observe une variation comme ça, on parle de transformation. Est-ce qu'il y a un lien entre les valeurs initiaux et les valeurs finaux? Oui, il y a un gaz. On décrit les gaz avec les modèles les plus simples qu'on peut imaginer comme un système constitué de molécules qui n'interagissent pas entre eux. On appelle ces modèles les gaz parfaits. Dans un gaz parfait, on peut utiliser la loi que vous voyez ici. Les produits de la pression et volume divisé par la température restent constantes, quel que soit l'état du gaz, 1, 2, 3, 4, 5. On peut suivre l'évolution de plusieurs états du gaz et on peut mettre en relation les choses. Attention, cette formule est valable seulement si les températures sont exprimées en Kelvin, donc en température absolue.
D'ailleurs, c'est vraiment l'étude des gaz qui a mené à la compréhension de la présence d'une température minimale, ce qu'on appelle maintenant le zéro absolu, et donc la nécessité d'une température absolue. Alors après, si vous regardez cette formule, on peut imaginer des transformations où la température reste constante. Si la température reste constante, ça veut dire que T1 égale à T2, donc on peut simplifier cette expression. Et on trouve la loi simplifiée P1V1 égale à P2V2, connue aussi comme la loi de Boyle-Mariotte. C'est une simplification de la loi des gaz parfaits pour tous les cas où la température reste constante. Quand une transformation se passe à température constante, on dit isotherme. Si le volume est constant, on trouve la loi de Charles. Et on dit c'est une transformation isocore. Si la pression est constante, on parle de transformation isobar et on trouve la loi de Gay-Lussac. On peut toujours utiliser la loi des gaz parfaits ou bien une loi simplifiée lorsqu'il s'agit d'une transformation où au moins une grandeur reste constante. Donc, on a de nouvelles formules qui s'ajoutent à les formules qu'on a vues en classe et qu'on peut appliquer aux exercices. On a fait en classe les exercices 1, 2, l'exercice donc 10 et 11 du polycopier. Je vous invite à les refaire. Merci, au revoir.